une première. Vous savez que l'Algérie est associée à l'Union européenne et qu'elle n'est pas encore membre de la PEV, de la politique européenne de voisinage. Bien. Parce qu'au moment où ce concept est sorti, on ne l'avait pas très bien compris, comment on pouvait être associé sans être quelque part PEV. Alors on n'a pas très bien compris, mais au bout du compte, je crois qu'on était plusieurs à n'avoir pas bien compris. Et le fait est que la PEV a été rénovée par les Européens eux-mêmes du fait de l'expérience qui a été enregistrée. Et maintenant, la PEV rénovée nous paraît plus sympathique, plus claire et plus souple en même temps. Ce qui fait que je vous annonce très officiellement, nous avons décidé d'entamer les négociations exploratoires pour rentrer dans la PEV rénovée. Et si on rentre dans la PEV rénovée, ça veut dire qu'on a sauté une fois du statut d'associé au statut de PEV, pourquoi pas une deuxième fois pour aller vers le statut avancé. Je crois que nous en avons les moyens et je ne crois pas que l'Algérie ait vocation à se singulariser à chaque fois en reculant ou en se marginalisant. Bien au contraire, l'Algérie, de par sa dimension, elle doit aller de l'avant, elle doit aller de l'avant avec les autres et à profit partagé. Alors, monsieur Lecoq, pour le Sahara, je crois que c'est un vœu qu'on met en avant tous les ans, que de pouvoir donner la possibilité au peuple sahraoui de s'autodéterminer. Mais j'avoue très franchement que nous sommes, nous, en tant que membres de la communauté internationale, tous interpellés pour que ce souhait soit pris en charge correctement. Aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui gère le dossier du Sahara occidental, ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie a plus intérêt que d'autres à ce qu'il soit réglé, ça c'est vrai. Mais elle n'est pas forcément, elle, celle qui doit mettre plus de feu dans la machine pour qu'elle puisse avancer plus vite. Encore que ce que nous appelons les conditions d'ambiance constituent également un des objectifs de Christopher Ross, et que parmi ces conditions d'ambiance, la qualité des relations bilatérales avec le Maroc est une dimension exceptionnellement importante. Nous l'avons mise en œuvre depuis une année et avec nos amis marocains, nous avons des relations maintenant qui sont des relations de coopération bilatérale dans des segments qui sont extrêmement sensibles, y compris pour les populations, et nous sommes convenus de continuer dans ce sens-là avec nos amis marocains. Pour ce qui est de l'UPM et du rôle de jonction entre l'UPM et le développement africain. L'UPM, c'est les projets, on en parlait tout à l'heure, mais le développement africain, c'est aussi des projets. Alors comment faire se rencontrer des projets, qui est une vocation transversale entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique? Nous en portons au moins 3, concrètement. Et nous n'avons pas attendu ni la création de l'UPM pour les monter. Par exemple, la transsaharienne, qui va d'Alger jusqu'aux frontières du Sud, est terminée, en ce qui nous concerne. Et nous avons aidé nos amis du Niger et du Mali à réaliser une partie de leur ouvrage. Les Nigérians ont fait la même chose et ils ont terminé. Donc la transsaharienne, à 85%, peut-être même 90%, elle est terminée. Mais la jonction avec l'Europe, c'est à partir d'un port. Le port, l'Algérie l'a réalisé, c'est le port de Djenjen. Et tous les économistes et les spécialistes en économie du transport sont d'accord pour dire que le transport des marchandises depuis l'Europe vers l'Afrique va trouver à travers la jonction entre le port de Djenjen et la transsaharienne le meilleur des exutoires et le plus rationnel. Et donc ça c'est du sérieux et c'est du concret. Le gazoduc du Nigeria qui passera vers le Niger pour aller vers l'Europe, c'est aussi un projet. C'est un projet que nous portons ensemble avec les Européens. Ça aussi, c'est du sérieux. Donc, oui, la jonction entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique, c'est une possibilité. Et nous en avons aujourd'hui non seulement la volonté, mais nous avons tracé, dans le cadre d'une EPAD, les étapes de cette jonction qui va permettre tout à la fois de solidariser nos efforts avec le continent européen et la Méditerranée, mais en même temps d'impulser un mouvement d'intégration plus franc au niveau continental africain.
Madame Boulak, la Libye. Je confirme que le président Abdelil sera bientôt, très bientôt en Algérie, peut-être, probablement, avant la fin de l'année. Et que les contacts qui ont précédé cette visite, qu'il s'agisse des contacts entre ministres, ou même entre le ministre et le président Abdelil que j'ai rencontré à Paris une première fois, puis à New York, sont des contacts qui sont extrêmement encourageants. Et nous n'avons pas d'autre choix, les Libyens comme les Algériens, de travailler ensemble, et nous n'avons pas d'autre choix que de développer des solidarités en face d'une situation libyenne extrêmement préoccupante, quand bien même, aujourd'hui, nous avons tourné la page de Kadhafi. Quand bien même nous l'avons tournée, cette situation, elle est préoccupante au plan d'abord de l'unité des Libyens, ensuite de la mise en place d'institutions républicaines, et enfin de la reconstruction d'un pays qui, certes, a les atouts pour se reconstruire, mais il n'a pas les atouts humains, il a les atouts financiers, et il faudra lui apporter, probablement, vous comme nous, les compléments nécessaires à la renaissance d'un pays qui nous est tous très cher, un pays qui a une dimension historique remarquable, un pays qui, avec sa nouvelle vocation républicaine, va donner plus de chance à l'UMA, l'Union pour le Maghreb. Et ça, c'est une dimension insoupçonnée des effets subséquents et corollaires du printemps arabe. C'est en tous les cas notre espoir. La Syrie, j'en ai parlé. Tindouf sont les Sahraouis qui sont à Tindouf. Ils vont aussi bien qu'on peut l'être quand on est dans leur situation. Et je saisis cette occasion pour dire que l'Algérie, qui fait beaucoup, n'est pas la seule à faire. Il y a beaucoup de pays qui aident les Sahraouis de Tindouf, et nous devons tous faire plus, mais ceux qui le font méritent toute notre considération, et c'est le cas pour beaucoup d'associations françaises. Je dois le souligner. Alors l'histoire, M. Paquet, étant perpétuel mouvement, et la réciprocité en ce qui concerne les Harkis, permettez-moi de faire l'économie d'une réponse, sachant que, certes, de manière elliptique, j'ai déjà répondu à la question qui a été posée par monsieur tout à l'heure, monsieur Lucas, n'est-ce pas? Monsieur le ministre de Charette, d'abord, je dois vous dire que je suis très honoré de constater que beaucoup de ministres des Affaires étrangères qui m'ont précédé dans l'histoire de cette profession, entre guillemets, sont présents dans cette salle. Et en même temps, ça me donne un peu le trac, parce que répondre à des questions qu'ils posent, je dois faire très attention. Mais l'esprit dans lequel la question et les questions ont été posées par M. Descharette est un esprit qui l'honore, qu'il a toujours honoré. Et c'est la raison pour moi de le souligner aujourd'hui en lui disant oui, 2012 est une année importante. Oui, nous allons pouvoir ensemble faire de cette année quelque chose qui nous permette d'avancer ensemble, et j'en parlerai de manière plus précise avec M. Juppé tout à l'heure. Nous sommes en train de travailler à un programme du 50e anniversaire qui démarrera le 5 juillet 2012 dans un esprit qui est un esprit qui n'est pas un esprit revanchard, pas du tout. Au niveau du gouvernement, nous avons pris des dispositions pour faire de ce 50e anniversaire un moment qui nous permette de nous auto-évaluer nous-mêmes, de faire que la dimension historique de ce mouvement révolutionnaire qu'a été la révolution algérienne puisse ne pas échapper aux générations montantes, parce que nous devons leur passer un message, mais nous devons aussi passer un message d'amitié, un message de coopération, et ce message-là aussi fait partie du message de novembre. Donc c'est dans cet esprit-là que nous sommes en train de monter un programme sans tambour ni trompette, serein, pour que le 50e anniversaire nous donne aussi l'occasion, pas seulement en Algérie, mais également à la France, de se dire est-ce que nous ne pouvons pas essayer de faire avancer un certain nombre de projets pour marquer un anniversaire, et ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Là aussi, j'ai quelques idées et je les soumettrai à M. Juppé tout à l'heure. Alors, c'est vrai que l'économie est quelque chose de très compliqué et que quelquefois,
certaines dispositions qui sont prises par tel ou tel gouvernement peuvent apparaître comme en contradiction avec l'objectif visé. Mais si tel est le cas, l'explication se trouve au moins dans le fait qu'on a manqué de communication entre nous. Les IDE, si on veut faire dans la simplification, les IDE hors hydrocarbures en Algérie, par rapport au potentiel algérien et par rapport à la durée depuis 2000 jusqu'en 2012, je dirais c'est presque symbolique. Presque symbolique. Ce n'est pas très important, les IDE, donc étrangers. Et donc, nous ne sommes pas, en 2009, en train de dérouter l'histoire d'un flux d'IDE particulièrement encourageant et qu'en 2009, avec les nouvelles dispositions, nous ayons eu à dériver ce flux, à le faire redescendre. Pas du tout. C'est vrai que les récentes décisions de la loi des finances complémentaires de 2009 ont été mal comprises, mais c'est vrai qu'elles sont aujourd'hui de mieux en mieux comprises. Et aujourd'hui, nous discutons avec Renault sur la base de ces dispositions, nous discutons avec de nombreuses entreprises européennes sur la base des mêmes dispositions, et je crois que ça n'empêche personne d'aller dans ce sens-là. Mais je vous accorde, Monsieur le Ministre, qu'en économie comme en politique, il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut faire, il faut évaluer, il faut changer. Et si on parle de réformes, je voudrais vous le dire maintenant, les réformes en Algérie, ce n'est pas uniquement les réformes sur le terrain politique, c'est également les réformes sur le terrain des affaires. Et sur le terrain des affaires, il y a un groupe de travail qui a été constitué à la fois par le gouvernement, par les opérateurs économiques et par les syndicats qui, à l'heure où je vous parle, travaillent sur l'amélioration du climat des affaires. Nous avons besoin de l'améliorer. Nous avons une bureaucratie qui est encore trop lourde et nous en sommes conscients. Nous devons travailler nous-mêmes et faire nous-mêmes l'effort de simplification pour rendre un pays qui a tous les atouts pour être attractif et qui, quelquefois, cache ces atouts-là à travers une bureaucratie, malheureusement. Je ne sais pas si c'est ça aussi l'héritage colonial, mais ce serait un peu trop facile de soutenir cette thèse. Alors, Monsieur Christ, la Libye, on en a parlé, mais c'est ce qui se passe après au niveau du Sahel, les questions de sécurité, des questions de jonction entre les armes et les extrémismes dits religieux. Tout ceci nous préoccupe beaucoup. Et avant les événements de Libye et de plus en plus après les événements de Libye, parce que cela s'est intensifié de manière, j'allais dire, presque visible et audible. Alors, depuis maintenant 2 ans, nous travaillons avec nos amis des pays du Champ. La première conférence des ministres des Affaires étrangères date de mars 2010, et à partir de là, nous avons travaillé ensemble et nous avons mis en place ensemble des synergies. Nous avons un centre d'état-major maintenant qui fonctionne et qui, d'ailleurs, tous les ans change de présidence entre les pays du Champ. Mais la question s'est posée de savoir si nous étions en mesure de nous approprier au niveau du pays du Champ la question de la sécurité de la zone. Bien sûr, et je crois que cela ne fait maintenant de doute à personne. Mais en même temps, s'approprier ne signifie pas être en mesure de régler tous les problèmes tout seul. Et c'est la raison pour laquelle la conférence qui a été organisée à Alger en septembre a permis de lancer les jalons, et je crois que c'est très sérieux, d'un partenariat avec les pays européens, avec la France, avec les États-Unis, etc. Parce que nous avons, nous, pays du Champ, besoin de 1. De la formation, 2. D'équipements spécialisés, 3. De travailler ensemble sur le renseignement. Et sur ces 3 vecteurs, la conférence d'Alger a, en tous les cas, planté le décor et a réuni des consensus maintenant. Cette réunion a eu des retombées à travers une deuxième réunion à Washington. Et à l'heure où je vous parle, il y a une réunion au niveau de Bruxelles où nous sommes en train de transformer en cadre opérationnel de coopération des intentions qui ont été très très clairement exprimées en septembre à Alger.